Eh bien bonjour, on est donc ici dans le pays mornantais, chez Raphaël, qui est un paysan qu'on va appeler bio. On va essayer d'avoir plus de précision avec lui sur ce qu'est la belle vie du bio dans la région du sud de Lyon et dans la circonscription, la 11e, dans laquelle se présente Christine, notre candidate. Bonjour Raphaël. Bonjour. Donc on va faire un petit état des lieux de l'ensemble de tes terres. Tu es un jeune paysan qui est installé depuis combien de temps? Alors 10 ans, 2007, le 1er juin 2007, je me suis installé. Et tu as à peu près une superficie de combien en hectares? Alors j'ai une petite quinzaine d'hectares de verger, la ferme fait une vingtaine au total. Le reste de la surface est échangé contre du fumier via des céréales. Avec les céréales. Avec les céréales. Et donc les fruits alors que tu produis, c'est principalement... Alors je produis de la cerise, de la pêche, de l'abricot, de la pomme, de la poire et de la prune. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut, disons, signaler comme étant la particularité de cette agriculture bio, qu'on pourrait peut-être appeler historique, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'agriculture que les paysans ont pratiquée jusque dans les années 60, principalement, en tout cas ici, dans la région, par rapport au site sur lequel on est. On est dans un secteur où tu travailles la pêche, Oui. Tu as des pêches. On t'a vu avec ton tracteur quand on est arrivé. Qu'est-ce que tu mets comme produit? Puisque bien évidemment, le bio, c'est pas une agriculture sans produit, mais c'est évidemment, il y a une différence avec l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire la chimique. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Alors en bio, on s'interdit tout produit issu du pétrole. Donc on n'a pas d'engrais chimiques, on n'a pas de produits phytosanitaires chimiques traditionnels, on va utiliser que des produits organiques, vivants ou morts. Et des produits minéraux. Donc ça va être essentiellement des produits de contact, enfin même que des produits de contact qui vont essayer de stimuler la plante et de créer des barrières pour empêcher les champignons de germer ou faire des répulsifs pour que les insectes ne viennent pas dans les vergers. Puis après, il y a toute la gestion de l'écosystème. On va laisser un peu plus d'herbe pour que les insectes aillent par terre plus que dans les arbres. On va essayer de garder un petit peu des haies autour. On va essayer des choses comme ça pour que l'écosystème soit plus favorable et nous économise un petit peu de pression des champignons et des insectes. Donc déjà, ça coûte moins cher, je suppose, que dans l'agriculture conventionnelle, parce qu'il n'y a pas autant de frais dans l'achat des produits, peut-être. Alors ça change pas grand chose. Les frais en termes de produits sont sont un petit peu inférieurs, mais c'est pas non plus énorme. Et La grosse différence n'est pas là, quoi. la grosse différence n'est pas là parce que comme le rendement est au moins divisé par 2, voire par 3 selon les espèces, finalement l'économie qu'on fait sur les intrants, sur les achats, on la perd sur la productivité. Donc finalement au kilo on est au moins au double voire au triple de l'agriculture dite conventionnelle. D'où le fait qu'effectivement les tarifs soient un petit peu supérieurs à l'avance. plus élevés en bio. Tu peux nous citer un exemple de produit, par exemple, tu parlais d'origine minérale ou végétale, des produits répulsifs, de ceux qui Alors, sont dans les produits que tout le monde connaît, la bouillie bordelaise est un produit bio, c'est un produit minéral, c'est un mélange de soufre et de cuivre. Dans les répulsifs qu'on peut utiliser, sur la mouche de la cerise par exemple, on va utiliser de l'ail, des extraits d'ail, qui ont un effet répulsif sur les mouches, donc qu'on complète aussi avec du piégeage, avec d'autres choses, mais voilà, qui est aussi une base. Puis après, sur certains papillons, donc on va utiliser des bandelettes de phéromones. On doit pouvoir en trouver dans les arbres. Tout petits, on ne les verra pas, c'est pas grave, on les cherchera tout à l'heure. Des bandelettes de phéromones qui vont empêcher les papillons de se reproduire, donc limiter les fruits, les vers dans les fruits. Nous, on nous a parlé par exemple de dangers évidemment avec les produits qu'on utilise dans le bio, notamment la bouillie bordelaise. Alors, il paraît qu'il y a des fois des utilisations qui peuvent être très mauvaises, par exemple pour l'eau et la nappe phréatique. Est-ce que c'est une question de densité,
c'est relativement vrai. C'est le cuivre qui pose essentiellement problème dans la bouillie bordelaise parce que le soufre très peu. À très haute dose, ça poserait des problèmes aussi, mais le cuivre est un métal lourd, donc qui se fixe dans le sol et qui petit à petit peut se libérer dans les nappes phréatiques. Donc il y a effectivement un problème avec l'utilisation de cuivre en agriculture biologique qui est solutionné en partie par la limitation. En cuivre, on a en bio, on a une limite de cuivre à 6 kg par hectare et par an. 6 kg par hectare et par an, c'est à peu près l'équivalent d'un traitement et demi à dose normale utilisé en conventionnel. Voilà. Nous, on travaille toute la saison avec du cuivre. Donc on utilise des doses homéopathiques de cuivre qui sont suffisantes. Mais les produits ont été homologués à de beaucoup plus grosses doses et du coup les... Donc il n'y a pas de risque d'impact sur la nappe phréatique. De toute façon, voilà, il reste un risque, mais qui est quand même beaucoup plus modéré que si on l'utilisait à pleine dose tout le temps. Donc tu es débouché au niveau des ventes, c'est-à-dire de tes produits. Tu peux nous situer un petit peu comment tu fonctionnes? Alors je fonctionne, donc je vends toute ma production. Une partie en vente directe aux consommateurs, une partie à des grossistes. Sur les marchés, c'est-à-dire. Voilà. Donc la vente directe aux consommateurs représente 25% à peu près de la production de la ferme. Donc ça s'articule sur un marché dans ma commune, une AMAP, une association qui fait des paniers, donc très proche d'une AMAP, et un magasin de producteurs. Voilà, ça représente à peu près 25%. Et le reste, ça part à des grossistes, donc une chaîne de magasins spécialisée dans la bio, un grossiste indépendant, et puis BioApro, qui est une structure coopérative d'approvisionnement de la restauration scolaire et des comités d'entreprise, des choses comme ça. C'est important ça. Qu'est-ce que tu penserais de cette idée qu'il y a dans le programme de la France Insoumise de faire que justement toutes les cantines pour les enfants soient d'abord gratuites et fournies uniquement en bio? Moi, je pense que c'est indispensable. On commence à connaître et on les connaîtra encore plus dans les années à venir, les problèmes liés à l'agriculture conventionnelle, à l'éventuelle mauvaise qualité des aliments, parfois ce sera à tempérer, mais des aliments produits en conventionnel. Donc nos enfants, c'est quand même bien qu'ils mangent de bons produits, produits sainement. Voilà. Donc après, il faut arriver à mettre en place la filière, les choses pour que les produits soient corrects et ce qui veut dire que les cantines puissent être approvisionnées. Il y a beaucoup d'investissements à faire pour inciter, comme Mélenchon l'avait proposé, la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois au niveau de l'agriculture en France, puisqu'il semblerait que pour faire une agriculture paysanne, il faudra évidemment plus de bras. Il faut plus de bras, comme l'agriculture conventionnelle. Il faut plus de bras. On compte un petit tiers de main-d'œuvre en plus à l'hectare quand même du bio par rapport au conventionnel, par rapport à l'agriculture chimique. Et puis oui, il faut recréer des filières justement pour la distribution, voilà, des choses comme ça pour passer à l'après-pétrole aussi, parce que de toute façon le bio pour l'instant semble peut-être un luxe ou une vision de l'esprit, mais dans 20, 30, 40 ans, du pétrole, il n'y en aura plus, donc l'agriculture sera bio. Voilà. C'est quelque chose auquel il faudra plutôt se préparer le plus rapidement possible. Et justement, en matière de biodiversité, puisque c'est un peu lié à tout ça, moi j'ai un sentiment, du haut de mon vieil âge, de beaucoup moins voir, on parlait de papillons tout à l'heure, d'insectes au sens large du terme, même au niveau des oiseaux. Bon, la biodiversité est quand même censée avoir chuté depuis 50 ans. Oui. Est-ce que même si toi tu es plus jeune que moi, bien évidemment, tu as pu remarquer ou tu as pu entendre dire par les anciens qu'il y avait vraiment une grosse différence en 50 ans au niveau de... Alors on l'entend beaucoup dire sur les oiseaux. Oui. On le voit peut-être un peu aussi sur des espèces végétales, probablement un petit peu moins. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que on voit des insectes voler dans une parcelle cultivée en bio. On n'en voit pas ou très peu dans une parcelle cultivée en conventionnel. Donc on peut vraiment dire qu'il y a un lien sur la biodiversité, sur la vie de l'écosystème, du fait de repasser en bio. Pareil, moi j'essaye de faire une bio un petit peu, j'allais dire extensive, où
voilà, qui privilégie ce côté écosystème. Parce qu'on peut aussi essayer de faire une bio qui va essayer de s'intensifier un petit peu, qui moi je trouve est très compliqué à amener, qui va permettre de diminuer un petit peu les coûts, mais qui ne va pas forcément intégrer le coût environnemental aussi bien, et puis qui surtout complique beaucoup la gestion des vergers, parce que plus on en demande, plus il faut les protéger, Ouais. et plus en bio on est limité pour les protéger, donc ça devient très vite un cercle vicieux, compliqué. C'est aussi pour ça que les agriculteurs sont passés à l'agriculture, à la chimie dans l'agriculture. C'était pour justement se permettre d'intensifier la production. Donc ce chemin-là dans la bio, moi j'y crois pas plus que ça. On peut juste te demander, je sais pas, un souhait ou une proposition critique que tu souhaiterais faire en termes d'agriculture au sens large du terme. Alors, moi j'ai de grosses interrogations quant à l'agriculture rapport au changement climatique. On va pas parler de modification climatique, Oui. plutôt plus précisément. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de gros soucis climatiques, des sécheresses précoces, des gros orages de grêle, Les gels dont tu parlais tout à l'heure. des gels tardifs, enfin voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on voyait de façon pluridécennale, Voilà, centenale, et qu'on commence à voir de façon quinquennale, annuelle. Ouais. Et du coup, j'espère qu'un jour, s'assurer face à ça auprès d'une assurance privée, c'est hors de prix, et c'est finalement pas le travail d'une assurance privée, parce qu'elle gagnera jamais d'argent avec ça. Protéger les cultures, le filet paragrèle, les choses comme ça, c'est très bien, mais c'est pareil, à l'échelle de 30-40 ans, il n'y a pas d'avenir à ça, parce que c'est du pétrole encore, et puis c'est de la plastification de la campagne, c'est de la perte d'écosystème, parce qu'on enferme les... Voilà. Donc pour moi, c'est pas la solution d'avenir, même si c'est une bonne solution temporaire. Pour moi, la solution d'avenir, ce serait un fonds public qui soit abondé par une cotisation sur chaque vente de produits agricoles qui représente, je ne sais pas, 0,1, 0,2, 0,3% sur tous les produits agricoles qui sont vendus. Ce soit une cotisation obligatoire, et qu'il y ait une part aussi prise sur le trafic routier, le trafic aérien, qui sont des choses qui... Sur la pollution. Sur les taxes de la pollution, et qu'il y ait une partie qui abonde ce fonds-là, parce qu'on court à des catastrophes. Faut pas se... Ici, là, on a subi un orage de grêle l'année dernière, avec des grêlons énormes, qui étaient très très proches d'une tornade, voilà, qui a fait 85-90% de dégâts sur la ferme. Donc, voilà. Et c'est des choses qui nous sont annoncées comme pas forcément rares, des choses qui ne s'étaient pas vues de 80 ans. Mais les météorologues, les climatologues nous disent on s'oriente un petit peu vers ça. Donc si on s'oriente vers ça régulièrement, les fermes ne pourront pas subir 80% de dégâts tous les 5 ans. Donc il faudrait ce fonds d'urgence que tu proposes, voilà, qui serait un fonds d'indemnisation. Voilà. Un fonds d'indemnisation. Voilà, quelque chose comme ça qui permette de soutenir l'agriculture dans les moments difficiles qu'on risque de connaître souvent bientôt. Merci Raphaël pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous donnera envie de continuer à manger de la pêche et à pêcher bio. Et puis on vous invite bien évidemment à suivre les actualités sur notre site de la 11e Circo, et à pas oublier de voter le 11 juin et le 18 pour Christine Valentin, si vous voulez éventuellement une France qui soit un peu plus propre et qui sorte de l'urgence sociale et écologique. À bientôt.